C'est-à-dire qu'en 92, les gens qui adhéraient à FDN, ils n'achetaient pas un accès au web, il n'y en avait pas. Je me souviens de l'Assemblée Générale où on a débattu du fait de savoir s'il fallait ou pas proposer aux adhérents d'avoir des sites web pour savoir si ça les intéressait. On se demandait si ça avait un sens et c'était pas forcément évident. Pour vous aider à situer, Wanadoo est apparu en 95, si ma mémoire est bonne, 95-96. Les premiers à faire des accès dits gratuits, où on ne payait que l'appel téléphonique, c'est des pubs, ça, hein, je parle pour les vieux, c'est 97. Donc voilà, on est un peu les papis du machin, mais d'un autre côté, ça nous a laissé le temps d'y réfléchir, et ça nous a donné un point de vue très particulier, comme on est une poignée de bénévoles à devoir faire tourner le machin, on couvre tout. Aussi bien la partie réseau que la partie logicielle, que la partie juridique. Il a bien fallu qu'on s'adapte aux merdiers réglementaires que les politiques ont mis depuis 10 ans. Et on a bien été obligé de travailler sur tous les sujets en même temps, puisqu'on n'est pas très nombreux. Et donc, contrairement aux gens que je croise chez la majorité des grands FAI, on a cette particularité de connaître la majorité des sujets. Bien, de quoi je vais vous parler? Alors, à peu près pas de ce que Fred Couchet vous a promis. Donc, on va commencer par redéfinir un petit peu ce que c'est qu'une société pour comprendre ce qu'Internet fait. Je pense que tout le monde sait, Internet a un effet sur la société. On va juste essayer de comprendre lequel et pourquoi. Ensuite, on va se servir de ça pour lire quelques événements présents ou du moins récents. Ensuite, on parlera un petit peu de neutralité du réseau. Ensuite, on parlera un petit peu plus longuement des menaces sur le réseau, et puis une conclusion bête comme il se doit. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société? Pour le coup, là, je suis sur un terrain qui n'est pas le mien. C'est autant quand je vous parle de réseau, je suis sur mon terrain, autant quand je vous parle de sociologie, je ne suis pas forcément le bon interlocuteur, mais Dominique Cardon n'est pas venu. Je suis bien obligé de faire la partie socio tout seul. La société, c'est la somme des interactions entre les individus. Je ne sais pas si ça paraît clair à tout le monde. Tout seul dans sa mémoire, on n'est pas une société, on est un être humain. À partir du moment où, dans la même mémoire, on est en train de lire ou d'écouter la radio, on forme une société. Parce qu'on est en train d'échanger des informations avec d'autres êtres humains. Plutôt en mode récepteur, dans le cas que je décris, mais c'est un échange. Ce qui définit la société, c'est la somme des interactions qu'il y a entre les personnes. Si les poils à frire ne forment pas une société, c'est parce qu'elles n'interagissent pas. Si les êtres humains forment une société, c'est parce qu'ils interagissent. Et c'est très précisément ça, la définition de la société. C'est pas tellement le fait de savoir quel régime on se donne pour choisir nos dirigeants, savoir si on les élit, si on les tire au sort, ou s'ils sont dirigeants héréditaires. Ça, c'est du détail. C'est un des aspects du truc. Mais à partir du moment où on discute ensemble, on forme une société. Le fait de discuter ensemble crée des références. Ça, c'est ce qui permet de différencier la société française de la société allemande. Si dans un contexte politique très fort en ce moment d'élection présidentielle, je vous parle de manger des pommes, tous ceux d'entre vous qui ont plus de 25 ans, ça devrait leur rappeler la campagne présidentielle de 95, si ma mémoire est bonne, parce que c'était le non-slogan de la campagne de Jacques Chirac. Ça, c'est une référence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir. On est d'accord que dans le débat politique droite-gauche, pomme, ça se place nulle part. Ça ne correspond pas à un élément de programme, c'est pas pro-État ou anti-État, c'est pas ultra-libéral ou soviétique, c'est rien de tout ça. Pourtant, si en plus quelqu'un arrive à imiter la loi de Chirac pour dire manger des pommes au dessus des guignols, tout le monde l'entend, le comprend, le voit, ça réveille plein de souvenirs. C'est ça une référence. Cette référence n'est que le fruit d'une interaction entre les gens. Le fait que nous ayons les mêmes références fait que nous pouvons nous comprendre et que nous pouvons nous parler plus vite et qu'on forme une société plus intégrée.
La même référence, si j'avais devant moi un public allemand, ne marcherait pas. Si j'essaye d'utiliser la prochaine fois que je vais en conférence à Genève ou à Bruxelles, la même référence, il y a de grandes chances pour qu'elle ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas le même référentiel politique. Une des approches que j'aime bien pour comprendre ce que c'est que la société, c'est l'approche darwinienne. C'est l'approche évolutionniste. Le fait que les humains soient la variété de grands singes qui a développé un langage un peu plus développé, qui a développé des capacités à s'exprimer par concept, et qui forme une société de manière plus globale que les autres grands singes, il y a une des explications plausibles qui est l'explication évolutionniste, qui est de dire que ça satisfait à un besoin, qui est de dire que c'est une des voies qu'on a trouvées pour mieux s'adapter. En effet, l'huître doit s'adapter au changement de son environnement. Quand la température de l'eau change en moyenne de 2 degrés, vers le haut ou vers le bas, ça a des conséquences non négligeables. C'est-à-dire que toutes les huîtres qui ne supportent pas la nouvelle température de l'eau ont une tendance à mourir jeunes, à ne pas croître et à ne pas se reproduire. Donc ne survivent que celles qui ont les gènes permettant de s'adapter à cette nouvelle température. Et donc, quand la température de l'eau change de 2 degrés, pour qu'on retrouve la même population d'huîtres et que tout le monde soit convenablement adapté au nouvel environnement, il faut 20 ou 30 générations. Ça, c'est l'adaptation génétique, qui se fait par sélection naturelle, qui est le mécanisme darwinien. Il ne faut pas croire que, parce qu'elles ont le bon gène, elles vont devenir chefs des huîtres. Hein, c'est pas ça, Darwin. C'est juste, celles-là, elles ont en moyenne, statistiquement, plus de chances de survivre. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes capable de vous adapter à un changement d'environnement pendant la durée de votre vie. C'est à moi qui viens de Paris, où il ne fait pas tout à fait le même climat. Je suis descendu à Lyon, des fois je suis allé vachement plus au sud jusqu'en Espagne, ou nettement plus au nord jusqu'en Suède. J'ai pas attendu 30 générations pour m'acclimater et pouvoir enfin parler devant le public sans mourir asphyxié parce qu'il fait trop froid ou trop chaud ou avoir les doigts gelés. Non. On s'adapte autrement. En fait, le fait de faire société, et cette société intelligente et complexe, est un besoin évolutionniste. Ça nous permet de nous adapter plus vite à l'environnement. On est capable de changer l'environnement, parfois de manière extraordinairement radicale, pendant la durée de vie de l'individu, et c'est essentiellement notre fonctionnement social qui le permet. Du coup, la façon dont les humains font évoluer leur société répond assez régulièrement à des approches darwiniennes. C'est-à-dire que les humains tendent à avoir des sociétés mieux adaptées et qui s'adaptent à l'environnement, comme les huîtres et les moules tendent à avoir un patrimoine génétique qui s'adapte mieux. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à des changements d'environnement très violents sans forcément faire évoluer notre patrimoine génétique. Du coup, les questions sur la façon dont évolue la société sont des questions pour l'espèce humaine qui sont absolument centrales. Il y a d'autres espèces comme ça, mais pour l'espèce humaine, c'est absolument central. En particulier, le fait que... moi j'aime bien faire le parallèle entre Internet et l'imprimerie, parce que ça a plein d'effets très similaires sur le fait d'être un nouveau moyen de diffuser de la connaissance, sur le fait d'être un nouveau moyen de propager l'information, de tisser des liens entre les peuples, de tisser des liens entre les gens. Les deux correspondent à des besoins d'évolution de la société. L'imprimerie, l'écriture et la parole ne sont pas apparues parce que quelqu'un, un matin, s'est levé et a décidé qu'il allait fonder une entreprise dont le métier était la parole ou dont le métier était l'écriture. Ce sont des besoins qui sont apparus. Bon, ça répond à des besoins évolutionnistes de la société. L'écriture essentiellement pour le commerce, puisque ça permettait d'écrire des livres de comptes et de ne pas juste se souvenir qu'on devait 100 quintals de blé aux voisins. Il y avait un papier écrit, ça sert à ça l'écriture. La parole a des besoins plus anciens. L'imprimerie correspond aussi à une pression d'évolution de la société. La Renaissance qui commençait au début du XVe siècle avait besoin de diffuser les connaissances beaucoup plus vite que ce que les moines copistes étaient capables de la copier. Et donc, c'est très compliqué de dire si c'est la Renaissance qui a exigé l'imprimerie ou si c'est l'imprimerie qui a permis la Renaissance. Il y a un problème de poulet d'œuf là-dedans. Il ne pouvait pas y avoir l'un sans l'autre. La Renaissance n'était pas possible sans un moyen moderne de diffusion de la connaissance.
Il n'y a pas de différence entre les deux pour moi. L'imprimerie et la Renaissance, c'est le même objet. De la même manière, Internet change la société. Ça ne fait aucun doute. Et pourquoi Internet change la société? Pourquoi Internet est en train de changer la structure de la société? Je ne dis pas passer de la 5e à la 6e République, on parle de trucs plus profonds que ça. Simplement parce que c'est en train de changer la façon dont les gens communiquent. Quand on s'est mis à communiquer de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit manuscrit à l'écrit imprimé, on a changé très profondément les structures de la société. Donc le changement qui est en train d'opérer Internet est de cet ordre-là, parce qu'il change le fil même avec lequel nous tissons le tissu social. Il ne remplace pas. Hein. Il y a des interactions entre individus avant la parole. Il y a plein d'animaux qui font société. Les fourmis font société et ne parlent pas. Ces interactions n'ont pas disparu. C'est pas parce que vous parlez que vous n'avez plus de phéromones. C'est pas parce que vous savez écrire que vous ne savez plus parler. Et c'est pas parce que vous communiquez de manière électronique avec les gens que vous ne savez plus écrire et que vous ne savez plus parler. Quoique sur l'écriture, il y a des questions d'orthographe. Mais c'est une phase. Je pense que ce n'est qu'une phase. Très rigolo d'ailleurs, il y avait des questions d'orthographe tout à fait centrales sur le français du XVe siècle. Pour les gens que l'histoire de l'imprimerie amuse, vous trouverez au XVe siècle. Alors, pour vous aider à situer, le XVe siècle, c'est à peu près l'époque de Rabelais. Ça permet de dater ceci longtemps. C'est l'époque où on a inventé l'orthographe du français, puisque le français avait toujours été une langue orale et quasiment jamais écrite, et c'est quand on a commencé à l'écrire de manière imprimée, on s'est demandé comment on allait écrire. Comment on allait écrire les mots. On a inventé l'orthographe avec l'imprimerie, il semblerait qu'on soit en train de l'oublier avec Internet. Ça prouve bien qu'il y a rien. Bien. Du coup, maintenant qu'on a compris qu'un internaute, c'est un habitant de cet espace qu'est Internet, et c'est un humain membre de cette société particulière, on va essayer de comprendre le cycle de croissance de la bête. Qu'est-ce que ça mange, comment ça vit, où est-ce que ça dort, comment ça fait des petits, tout ça. Alors, le bébé internaute passe en général par ces étapes-là. Il commence acheteur, les plus évolués finissent animateurs, mais pas tous. Et en général, l'évolution s'arrête quelque part entre râleur et commentateur. Et vous allez voir que mon analyse n'est forcément pas complète, puisqu'on n'a pas encore une seule génération. Donc, sa première étape, quand il est bébé, selon le milieu social dans lequel il naît et selon le format qu'il a, pour reprendre les mots de Thierry Stoer, il naît soit acheteur, soit kikoulol. Alors, je pense kikoulol, vous voyez tous, je sais. C'est cette activité passionnante qui consiste à s'échanger des vidéos de chatons qui se cassent la gueule sur Facebook, ou à s'envoyer, je ne sais pas si ça se fait encore, des fichiers PowerPoint monstrueusement énormes avec des trucs graveleux ou drôles, parfois les deux, et souvent avec un virus. Ça c'est l'activité qu'on nommera kikoulol, qui consiste à dire sur Twitter « je vais faire caca ». C'est une information importante pour prévenir ses proches. Des fois qu'il y aura un accident, on ne sait jamais. L'acheteur, c'est une autre variété que vous connaissez tous. Alors maintenant, il est un peu moins caricatural qu'il ne l'était, parce qu'il y a 10 ans, l'acheteur, c'était super simple. C'était quelqu'un qui était allé chez Darty et qui avait acheté Internet. Vous voyez, monsieur Michu rentrant chez lui, avec la petite boîte, plein de modèles 56K qui avait payé une douille, un abonnement vachement cher par mois pour quelques heures de connexion, puis qui disait à ses enfants, j'ai acheté Internet. Internet, on voit bien ce que c'est une boîte. Ça existe. Bon, pas forcément. À l'époque, il y avait des modems Alcatel. Il y avait des... Bon, c'était souvent des US Robotics. Mais Internet, on voit bien, c'est une boîte. South Spark, ça existe. Ah ouais, mais South Spark, c'est pas vrai. Donc on voit bien, Internet, c'est une boîte. Exactement comme j'ai acheté la télé. J'ai acheté une télé, je l'ai posée dans le salon, je vois très bien ce que c'est une télé. Bon, ben, j'ai acheté un Internet, je l'ai posé à côté de l'ordinateur, je vois très bien ce que c'est comme imprimante. C'est un périphérique de l'ordinateur. Donc cela, c'était très compliqué de leur expliquer que c'était pas leur Internet, que tout leur était pas dû, qu'ils n'avaient pas le droit de parler de manière mal polie aux gens, que, enfin, c'était toute une éducation à faire. L'acheteur, il se caractérise aussi